L'Occident, dans la région, l'armée turque a charge de surveiller le Bosphore, cette voie d'eau stratégique qui sépare l'Europe de l'Asie. C'est par là que les navires et les sous-marins russes venant de la mer Noire transitent pour atteindre la Méditerranée. Jour et nuit, la marine turque, équipée de matériel ultra perfectionné, fourni par les Américains, patrouille entre les deux rives du Bosphore, comptabilisant, identifiant chaque unité navale soviétique en déplacement. Tandis que dans le nord, à la frontière de l'URSS, l'armée et les stations d'écoute des bases américaines détectent tous les mouvements de troupes de l'armée soviétique. Depuis la chute du Shah d'Iran, la Turquie est donc devenue stratégiquement indispensable à l'Occident. Et c'est ce qui va peut-être la sauver économiquement. Économiquement, la Turquie est en état de faillite. Ce pays est l'exemple extrême de ce que peut devenir un État en plein développement lorsqu'il est étranglé par la crise du pétrole. Pendant des années, la Turquie s'est endettée pour s'équiper industriellement. Et au moment où ces milliards de dollars investis allaient rapporter, la crise du pétrole éclatait. Première victime, les paysans. Et c'est dramatique. Plus d'essence pour les tracteurs. Dans les villages du centre, des kilomètres de tracteurs attendent des jours l'arrivée d'une citerne d'essence. Des milliers d'hectares n'ont pu être labourés faute de carburant. C'est le cercle vicieux. La Turquie comptait sur ses exportations agricoles pour se procurer des devises qui lui auraient permis d'acheter du pétrole, mais le manque de pétrole réduit sa production. De même pour l'industrie, où des usines sont arrêtées faute de matières premières. Il n'y a même plus de café en Turquie, et le prix des rares produits encore importés ont plus que doublé, tandis que le prix de l'essence à la pompe a augmenté, lui, de 70% en un an. Dans les villes, on fait la queue pendant des jours pour remplir une bonbonne de gaz. Et pendant des jours, en attendant un hypothétique arrivage de butane, les familles turques mangent froid. La Turquie est en fait en état de cessation de paiement. L'État doit de l'argent à 98 pays, à 224 banques et à près de 100 000 firmes dans le monde. Le Parti communiste est interdit en Turquie, ce qui laisse le champ libre à une bonne cinquantaine d'organisations et de partis de gauche. L'un des mieux structurés est le Parti ouvrier paysan. Il est maoïste. Mais ce n'est pas un maoïste d'intellectuels. Il est formé de gens de la base, ouvriers et paysans. Il a son journal, Aydınlık, qui est, sur le plan du tirage, le 6e quotidien du pays. Et son ennemi privilégié, c'est l'URSS. Si bien que parfois l'on voit ses militants manifester au coude à coude avec les militants d'extrême droite contre, comme ici, la présence d'un navire de guerre soviétique dans le Bosphore. Et l'on brûle ensemble l'ogre soviétique avant de s'affronter à nouveau sur les problèmes de politique intérieure. Après une période particulièrement violente où l'on s'affrontait groupe contre groupe, la loi martiale a changé la tactique du terrorisme. Avant, on s'étripait dans les rues, maintenant, on assassine sur ordre un militant ou une personnalité. Les universités ont réouvert leurs portes, mais pour éviter les affrontements, on a dû séparer les étudiants. L'armée patrouille dans les campus et il y a maintenant des universités de gauche et des universités de droite. Après la prise de pouvoir par les militaires, on peut dire que l'on perçoit un certain soulagement dans les milieux de l'OTAN, car ce pays, qui s'enfonçait dans le chaos politique et économique, a une importance capitale pour le pacte atlantique. C'est aussi l'État qui a le plus fort taux de croissance démographique des pays du pacte atlantique. 45 millions d'habitants aujourd'hui, 80 millions dans 15 ans. La Turquie sera alors le pays le plus peuplé des pays de l'OTAN.